Je cite Gabriel Nadeau-Dubois et je parle de son nouveau podcast, le Comité des idées dangereuses. Il a accepté de venir parler avec moi, de débattre de toute la question environnementale, les changements climatiques et tout. Il est en ligne, le député de Gouin pour Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Bonjour, Monsieur Nadeau-Dubois. Bonjour, Monsieur Trudeau. Bon, avez-vous 2 secondes pour lire ma chronique? Oui, j'ai fait ça en attendant qu'on discute tous les deux. Bon. Quand vous lisez un texte comme celui-là, vous réagissez comment? Parce que moi, j'essaie de mettre en lumière le fait que, oui, on est sensible, la plupart des gens, la majorité sont sensibles au fait qu'il y a les changements climatiques, c'est évident, il faut agir et tout ça, mais qu'il y a un certain discours qui est très, très, très poussé, qui fait en sorte que les gens finissent par décrocher. Quand, mettons, moi, je dis ça, là, reconnaissez-vous qu'il y a un petit peu de vrai là-dedans ou j'ai l'air d'un hurluberlu? Aucun des deux. Je suis pas d'accord avec votre chronique. Bien sûr, là-dessus, c'est un enjeu sur lequel on n'est pas d'accord, vous et moi. Puis tu sais, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, hein, des gens qui sentent qu'il y a chez les écologistes une espèce d'alarmisme, un empressement, une impatience. Puis, j'ai envie de dire c'est pas faux. Mais il faut comprendre pourquoi. C'est-à-dire que ça fait 40 ans. Ça fait même, en fait, plus de 40 ans que des scientifiques, des écologistes disent aux dirigeants, aux gens qui nous gouvernent, qu'il y a un problème avec les émissions de gaz à effet de serre et qu'il faut changer nos manières de se transporter, nos manières de consommer et qu'il faut prendre des décisions politiques pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et pendant des années, en fait, non, pendant des décennies, on a ignoré ces gens-là. Et là, aujourd'hui, la science, et ça c'est indéniable, nous dit, là, on est rendu sur le bord du gouffre et il faut faire ces changements-là très rapidement. Et là, face à ce ton qui monte, face à cette impatience qui grandit, il y a des boucliers qui se lèvent, comme dans votre chronique ce matin, pour dire, ben là, un instant, vous exagérez. C'est sûr que pour des gens qui militent depuis 30-40 ans et qui, pendant 30-40 ans, ont essayé, avec des arguments raisonnables et calmement, de convaincre les dirigeants d'agir, c'est une levée de bouclier qui est mal reçue. Parce que là, ces militants-là se disent, ben, ça fait 30 ans qu'on vous dit, c'est un peu fort de café aujourd'hui de nous accuser d'être alarmistes. Mais je citais aussi dans ma chronique un extrait qui... Je suis très sincère quand je dis ça. C'est pas pour faire du spectacle, qui m'a vraiment jeté à terre quand j'ai entendu une jeune femme dans un reportage à TVA il y a 2 semaines. C'est un reportage sur la notoriété de Greta Thunberg. Ce qu'elle voulait dire pour les gens ici au Québec. Et cette jeune femme-là, qui semblait être une cégepienne, peut-être universitaire, disait le plus sérieusement du monde, moi, je me demande à quoi ça sert d'étudier, de poursuivre mes études, parce que, tu sais, dans le fond, on peut-être crevé dans pas long, là. Tu sais, juste, je me dis, quand on regarde ça, l'éco-anxiété, puis moi, je veux que les gens embarquent. Monsieur Nadeau-Dubois, je veux que ça réussisse. Je me dis, quand on a des discours qui sont tellement alarmistes, que ce soit des gens qui s'empoisonnent la vie ou qui décrochent en disant, c'est pas vrai que du jour au lendemain, on peut tout revirer de bord. Je me dis, y a-tu moyen qu'on ajuste, fait juste ajuster un petit peu le discours pour pas échapper le monde? Quand on entend des propos comme ceux-là d'une jeune femme qui nous dit, moi, je ne sais même plus si ça vaut la peine d'étudier, je pense qu'il y a 2 attitudes possibles. On peut juger. Là, on peut dire, ben voyons donc, c'est complètement exagéré et on tourne la page, ou on peut essayer de comprendre. On peut se dire, qu'est-ce qui fait? Comment on se parle? Il y a une génération, ou en tout cas une grande partie de cette génération-là. Qu'est-ce qui fait que cette génération-là dit ça? Comment en est-on arrivé là? Puis honnêtement, moi, je trouve que c'est la meilleure réaction à avoir, de se dire comment ça se fait qu'on est rendu là. Tu sais, c'est pas normal que nos dirigeants, que les gens qui nous gouvernent, aient ignoré pendant des décennies ce que les scientifiques disaient. Ça, là, c'est de ça dont on devrait s'indigner. On devrait aussi s'indigner du fait que les grandes compagnies... Mais ça sert à quoi? Un coup, on s'indigne du fait qu'on n'a rien fait, puis on est à la remorque, là. Tu sais, un coup qu'on analysait le passé, je veux dire, il faut quand même mobiliser les gens.
Et mon point est que si on va trop loin, si on va trop fort, je comprends, là, vous dites il y a urgence d'agir, mais je vous parle à des gens, vous aussi, peut-être qu'on fréquente pas toujours le même monde, mais tu sais, moi, les gens qui me lisent, m'écrivent, qui nous écoutent, qui nous regardent à la télé, puis ce que je dis, ça trouve écho chez des gens qui sont raisonnables, là, pas du monde qui mettent du pétrole dans leur céréales le matin, mais qui disent, crime, c'est vrai que du jour au lendemain, moi, je peux pas tout larguer, la voiture, le pétrole, on a encore de besoin. Il est là le problème. Ben, en fait, vous dites plusieurs choses dans votre question. C'est-à-dire que, d'abord, vous avez bien raison, s'indigner, ça sert à rien. Tout comme s'indigner de Greta, ça sert à rien non plus. La question, je pense, la bonne question, c'est la deuxième que vous me posez. OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis est-ce qu'on peut tourner le navire de bord assez vite? Bon, pour répondre à cette question-là, ça prend un peu de temps. Puis la première chose qu'il faut dire, c'est, soyons clairs, là, il n'y a plus personne qui pense que c'est impossible d'empêcher les changements climatiques. Les changements climatiques, ils ont commencé. Ils vont se produire. La question n'est pas celle-là. C'est, et ça, les scientifiques nous le disent, est-ce qu'on est capable de les limiter? Est-ce qu'on est capable d'éviter des scénarios trop catastrophiques? C'est-à-dire des scénarios où on se dirigerait vers un réchauffement de 3, 3,5, 4, 5 degrés en moyenne de réchauffement planétaire. Et la réponse à cette question-là, c'est oui. On est encore capable de limiter ça à un réchauffement qui va nous compliquer la vie sérieusement, mais qui va quand même permettre à nos enfants et à nos petits-enfants d'avoir une vie digne. Si on veut se diriger plus vers ces scénarios-là, il faut faire des changements. Et on est capable de faire ces changements-là, puis je vais vous donner un exemple. Ça va vous apparaître un peu tiré par les cheveux, mais je pense que c'est un exemple intéressant. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une volonté chez les Alliés, dans les pays en guerre, notamment le Canada et les États-Unis, de limiter la consommation de pétrole parce qu'on voulait garder le plus possible le pétrole pour le front. Alors, on s'est mis notamment à faire des campagnes pour encourager le covoiturage. Et il y avait des affiches, par exemple, dans les villes américaines qui disaient « Si vous conduisez seul, vous conduisez avec Hitler ». Bon, je pense pas qu'il faut faire ce genre de parallèle-là aujourd'hui. Non, de grâce. Et c'est pas ce que je dis, mais il y a eu un effort politique pour dire il faut faire un effort. Il faut utiliser le transport en commun. Il faut faire du covoiturage. Et savez-vous qu'entre 1938 et 1943, au Canada, donc en à peine 5 ans, l'utilisation du transport en commun a augmenté de 95 % en 5 ans. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, cette anecdote-là? Ça veut dire que quand on veut, quand il y a une volonté politique, quand on se mobilise tout le monde, on est capable de changer nos habitudes rapidement, mais pour ça, ça prend de la volonté politique et surtout, ça prend un leadership des gens qui nous dirigent. Et ça, mais en même temps, Monsieur Nadeau-Dubois, ça prend des réponses à certaines questions. Et je vais donner l'exemple de votre podcast, le Comité des idées dangereuses. J'invite les gens à aller le voir. Il y a plein de façons. Moi, j'ai regardé sur YouTube. Les gens peuvent le télécharger. C'est super intéressant. Le son est bon. C'est bien réalisé. Rien à redire. Vous receviez Patrick Bonnin de Greenpeace. Puis la question, c'était, est-ce qu'on devrait interdire la vente et éventuellement l'utilisation de voitures, non seulement à essence, mais même les voitures hybrides. Évidemment, Patrick Bonnin de Greenpeace est favorable à ça. Et en toute équité, je dois dire que vous-même, même si vous semblez avoir un projet favorable, vous avez quand même soulevé des questions qui étaient fort pertinentes. Mais Patrick Bonnin répondez pas à ces questions-là, là, comme quand vous lui avez demandé, ouais, mais prenons ici le Québec, là, l'étendue de notre territoire, toutes les régions, etc. Est-ce que c'est réaliste de penser que très rapidement, du jour au lendemain, parce que bon, 2030, c'est à peu près du jour au lendemain, on pourrait uniquement se déplacer en voiture électrique? Puis là, il vous parlait de la fiabilité, mais non, mais il y a les réalités aussi géographiques, les réalités du terrain, puis ça, on voit mal comment du jour au lendemain, on pourrait tout modifier nos façons de faire, nos habitudes. Vous avez raison sur un point. Si on continue au rythme actuel, c'est impossible. Si on continue à installer des bornes de recharge à la même vitesse qu'on le fait actuellement, c'est impossible. Si on n'encourage pas davantage les gens à s'acheter des véhicules hybrides et électriques, c'est impossible. Mais si on met les moyens, si on décide que c'est une priorité nationale, l'électrification des transports, c'est tout à fait possible. Nous, on le propose à Québec solidaire pour 2040 plutôt que pour 2030. Okay. Nous, notre proposition, c'est qu'en 2040, les seuls véhicules vendus, et là, le vendu est important dans ma phrase, soient des véhicules électriques, puis en 2030, hybrides et électriques. Nous, on pense que
sur un horizon de 2040, on est capable de dire les concessionnaires, vous ne vendrez que des nouveaux véhicules électriques. Bien, c'est sûr que c'est des objectifs ambitieux et que pour les atteindre, il faut mettre les efforts. Mais je vous ferai remarquer que beaucoup de pays dans le monde ont des objectifs beaucoup plus ambitieux. Hein. La Californie le prévoit également pour 2040. Nous, c'est le même objectif qu'on a. Pour l'Écosse, c'est en 2032. Pour l'Irlande, c'est en 2030. Pour la Norvège, c'est en 2025. Eux, c'est vraiment les leaders mondiaux. Pour la Grande-Bretagne, quand même pas un pays éco-socialiste, la Grande-Bretagne, ces temps-ci, là, c'est pour 2040. Puis les Pays-Bas, c'est également là, la fenêtre 2025-2030. Là, je pourrais continuer longtemps. L'idée, c'est de dire, c'est une idée, puis ça me permet de plugger mon podcast. C'est une idée. Je l'ai fait aussi, là. Oui, c'est ça. C'est une idée qui peut avoir l'air dangereuse, mais quand on prend la peine de la creuser, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de pays dans le monde qui vont le faire. Et si on avait un gouvernement qui mettait vraiment ça au cœur de ses priorités, on pourrait y arriver. Moi, j'en ai aucun doute. OK. Mais en tout cas, il y a des questions qui subsistent comme, par exemple, au Québec, la villégiature. On se promène sur les routes, c'est à 132 en Gaspésie, c'est des fifth wheels avec des pick-up avec des fifth wheels en arrière, c'est des motorisés. On veut occuper notre territoire, on veut que les gens restent au Québec, mais il faut se déplacer, il faut déplacer la famille, il faut faire du camping. Puis, partir avec une fifth wheel, avec une Volt full électrique, là, c'est pas demain la veille non plus, là. Fait que c'est là où j'ai des... proposition, c'est pas demain la veille. Proposition, c'est 2040. Ouais. Et à la vitesse. Et puis, il y a une autre affaire, puis là, il faut se le dire. Là. Vous savez comment marche notre économie, là. En ce moment, les constructeurs automobiles, là, si on leur donne pas un petit coup de pied dans le derrière, là, ils tireront pas. Les nouveaux modèles hybrides ou électriques, en tout cas, ils n'en sortiront pas assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'encore aujourd'hui, les véhicules qui leur permettent de faire les plus hauts taux de profit, c'est les VUS, c'est les pick-up. C'est pour ça qu'ils mettent ça sur le marché. Puis si vous regardez les publicités qu'ils font à télé, c'est beaucoup pour ces modèles-là. Donc, moi, je pense qu'il faudrait être naïf pour se dire, les compagnies, là, elles vont volontairement, par bonne volonté, par grandeur d'âme, nous fournir des véhicules avec davantage d'autonomie. Je pense qu'il faut mettre des objectifs puis dire aux entreprises qui construisent nos chars, ben là, il y a une date, puis on vous le dit 15 ans à l'avance, faites pas les surpris, mais à cette date-là, il faut être en mesure de fournir des véhicules hybrides et électriques pour tout le monde. Le temps nous presse, il me reste maximum 1 ou 2 minutes, mais je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, la réforme du mode de scrutin. Là, de plus en plus, on croit comprendre que le gouvernement de la CAQ va dire oui, on va déposer un projet de loi avant le 1er octobre, comme on s'y est engagé, mais on va soumettre ce projet de loi-là à une espèce de référendum lors du prochain scrutin général, ce qui, moi, de plus en plus me semble être une idée très démocratique et souhaitable. J'ai vu, vous avez même publié une vidéo où vous souhaitez toujours que la prochaine élection se fasse selon le nouveau mode de scrutin. Oui, d'abord pour une raison de principe. Hein. Il y a eu une entente qui a été signée par l'ensemble des partis. Puis d'ailleurs, à l'époque, vous vous rappelez bien, Manon Massé s'était cassé la jambe. Donc c'est moi qui l'avais signé pour Québec solidaire. Je l'avais remplacé à pied levé. Et cette entente-là, elle dit deux choses. Faire de mauvais jeu de mots. Déposer un projet de loi avant le 1er octobre. Oui, à jambe levée, oui, c'est ça. et elle dit aussi que le mode de scrutin doit être réformé avant la prochaine élection. Puis, tu sais, vous suivez assez la politique depuis longtemps pour le savoir. Il faut faire des fois attention aux arguments de vertu. Hein? Donc, par exemple, quand on entend certains députés de la CAQ de plus en plus dire « Ah, mais on veut un référendum parce qu'on est des grands démocrates. » Bon. La réforme du mode de scrutin, là, c'est pas la première fois qu'on en parle au Québec. Là. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, on est pas mal habitué à voir des partis le promettre en élection, puis une fois qu'ils arrivent au pouvoir, se mettre à parler dans le manche, à dire « Ah, ben là, finalement, on n'avait pas pensé. » Et là, la nouvelle version de ça, c'est la version caquiste qui nous dit « Ah, mais vous savez, nous, on est des grands démocrates et on veut passer ça par référendum. » C'est pas très sérieux, là. Il y a eu des consultations au Québec sur la réforme du mode de scrutin en 1970, en 1979, en 1981, en 2001, en 2003, en 2005, en 2017. Ça commence à faire beaucoup de consultations. Mais oui, je le sais, mais est-ce que la population... Dire, on n'est pas dans les comités pour les consultations, on est des gens d'action. M. Legault aime beaucoup se présenter comme ça. Là-dessus, donc, tout d'un coup,
c'est des grands démocrates. Moi, je trouve mais M. Nadeau-Dubois, l'argument que vous mettez de l'avant, c'est vrai qu'on le connaît bien. Là. Entre autres, quand les libéraux étaient là, personne ne voulait perdre sa job. Fait que tout d'un coup, ils disaient, oups, non, la réforme, ça a fonctionné. Puis on le veut au fédéral. Justin Trudeau a fait la même chose. C'est vrai. Est-ce que ça sert un peu d'excuse pour le gouvernement de la CAQ? Peut-être. Mais en même temps, moi, je chemine beaucoup là-dessus. J'en ai parlé entre autres avec Jean-Pierre Charbonneau, avec Françoise David. Puis je me dis, c'est quand même ce qu'il y a de plus essentiel là. Dans notre démocratie, là, notre capacité à voter pour les gens qui nous représentent à l'Assemblée nationale. Puis, est-ce que vraiment ce serait exagéré de dire, vous savez quoi, peut-être que oui, les gens ont été consultés, des groupes, des comités, des ci, des ça, mais de vraiment dire, regardez, c'est vous que ça regarde au premier chef, vous allez vous exprimer, voter pour ça. Il me semble que c'est pas trop demandé, non? On n'a pas fait de référendum sur le projet de loi 21. On n'a jamais fait de référendum sur la loi 100. Je veux dire, on en a posé des grands gestes politiques au Québec qui n'étaient pas des broutilles, là. Et on n'a pas fait de référendum parce qu'on jugeait qu'il y avait un consensus politique et social qui nous permettait d'aller de l'avant. Puis dans le cas de réforme de mode de scrutin, on est dans une situation comme celle-là, avec, selon les sondages, 70% des gens qui appuient, avec 3 partis sur 4 à l'Assemblée nationale qui, aux dernières nouvelles, appuient une réforme. Je pense qu'il faut être lucide. Il faut reconnaître qu'en ce moment, les voix qui poussent pour un référendum, c'est des gens qui, au fond, veulent que la réforme du mode de scrutin achoppe, ils veulent acheter du temps. C'est ce que Justin Trudeau a fait lorsqu'il a été élu la dernière fois. Hein. Il a dit, on va faire un comité, puis on va parler de ça, puis, gadon, ça n'a pas fonctionné. Je pense que c'est également ce que la CAQ tente de faire à l'heure actuelle. Ce que j'espère, c'est qu'ils vont se ressaisir à temps et que M. Legault va démontrer qu'il est en effet la voie du changement et qu'il ne retombera pas dans les pièges des vieux partis qu'il critiquait avec virulence il y a quelques mois à peine quand il était dans l'opposition. Gabriel Nadeau-Dubois, toujours un plaisir de débattre avec vous.